C'est C'est parti. parfait. Super, j'attendais juste que ça confirme l'enregistrement. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis très ravie d'être avec vous ce soir. Vous allez peut-être me voir jongler entre deux écrans, tourner ma tête, mais c'est pas que je vous boude si jamais ma tête tourne plus d'un côté que de l'autre. Donc, comme vous pouvez le voir avec le titre, eh bien, on va parler de la naturopathie et de Parkinson et de comment est-ce que vous pouvez améliorer votre qualité de vie avec des ressources naturelles. Je vais majoritairement vous parler de l'alimentation et je vous ferai un point sur le sommeil parce que c'est souvent les thématiques qui reviennent le plus. Et si ma mémoire est bonne, quand j'avais discuté avec Flavie pour l'organisation de ce webinaire, c'était aussi les questions qu'elle avait, que l'équipe de Parkinson Montréal Laval avait également. Donc, j'espère que vous repartirez avec des réponses ou tout du moins peut-être affiner vos questionnements par rapport à ce que la naturopathie peut apporter quand on cohabite avec Parkinson. Alors, avant tout, j'aimerais vous faire un bref partage que mon engagement est un engagement personnel. Donc, je m'appelle Tiffany, je suis naturopathe spécialisée Parkinson, mais avant tout, je suis la petite sœur de Véronique. Donc, c'est ma sœur qui a été diagnostiquée avec la maladie de Parkinson en 2019, à un âge assez jeune, elle avait 43 ans. Je ne vais pas vous faire l'histoire que vous avez certainement vécue si c'est vous ou un de vos proches qui êtes concerné par Parkinson, mais c'est vrai que ça a été une surprise, on s'y attendait pas, il n'y avait pas eu d'antécédents familiaux dans la famille. Et donc voilà, chemin faisant, bah, j'ai décidé de ne pas rester spectatrice. Et aujourd'hui, j'essaye le plus possible de partager les informations que j'aurais rêvé que ma sœur ait au moment du diagnostic. Et en 2020, j'ai décidé de retourner aux études pour devenir naturopathe. Et aujourd'hui, je dois dire que je me sens très chanceuse d'accompagner exclusivement des hommes et des femmes qui cohabitent avec Parkinson et qui souhaitent améliorer leur qualité de vie et aussi modifier la trajectoire de Parkinson grâce à des méthodes naturelles. Alors, c'est toujours important pour moi de poser le cadre. Qu'est-ce que la naturopathie? Je pense que vous en avez entendu parler. Je vais vous faire un rappel par rapport à la définition de l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, qui rappelle que la naturopathie est considérée comme la troisième médecine traditionnelle aux côtés de la médecine ayurvédique et chinoise. Et elle la définit comme un ensemble de méthodes de soins qui visent à renforcer les défenses de l'organisme par des moyens qui sont considérés comme naturels et biologiques. Au niveau du naturopathe, une fois qu'on a posé un petit peu le cadre de la naturopathie, comment est-ce que votre naturopathe peut intervenir? On reconnaît trois niveaux. Donc, soit en prévention, hein, si vous voulez prendre soin de votre capital santé, optimiser votre bien-être, soit en soutien lorsqu'il y a des troubles de santé qui commencent un petit peu à se présenter, comme la fatigue chronique, des troubles digestifs, ou en complémentarité avec la médecine allopathique, donc là, quand il y a une maladie chronique qui est installée. Et vous vous en douterez, moi, du coup, c'est sur ce niveau d'intervention que je me positionne. Par rapport à la spécialisation Parkinson, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou discuté ou vu des naturopathes spécialisés Parkinson, c'est assez rare en francophonie parce que dans les provinces anglophones ou aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est quand même plus assis, plus fréquent. Il y a une petite note, non? Il y a pas, Ah, j'entends quelqu'un qui parle. Ok, c'est bon. Moi, ma pratique, elle est fortement inspirée du travail et de la recherche de l'expérience clinique de Laurie Michelet, qui est une naturopathe basée à Seattle aux États-Unis, qui est reconnue mondialement hein, pour sa spécialisation en Parkinson. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'elle travaille sur le Parkinson et c'est la première à avoir fait des études longitudinales, pardon, donc suivre des personnes sur plusieurs années. Et en gros, sa question, c'était de dire, bah voilà, est-ce qu'il y a des variables qui sont modifiables? Est-ce que certaines personnes mangent ou ont une hygiène de vie qui est différente et qu'ils voient en fait ben, une qualité de vie meilleure sur le long terme ou le fait que Parkinson ralentisse au fil du temps.
Donc ça, je vais vous en parler un petit peu plus, tout à l'heure. Elle a mis aussi, en place des outils, notamment le score ProPD, parce que l'objectif, bah, c'est vraiment de mesurer, hein, comment est-ce que, ce qu'on met en place peut, vous aider à améliorer votre qualité de vie. Donc hop, donc elle a mis en place, pardon, le score ProPD, la diète Pro 21 dont on parlera tout à l'heure et puis elle continue, hein, de manière annuelle, à chaque fois à publier, les résultats de ses recherches. Donc dans mon approche, alors bien évidemment, là, c'est un des outils, que je vous montre, mais, il y a ce fameux, en fait, donc score Pro 21, ProPD pardon, excusez-moi. En fait, ProPD en anglais pour Patient Reported Outcome, donc en fait les données, rapportées, par les patients qui cohabitent avec la maladie de Parkinson. Donc le but, c'est d'objectiver et de voir comment est-ce que votre Parkinson, il évolue au fil du temps et qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous ayez la meilleure des qualités de vie le plus longtemps possible. Donc si je vous montre rapidement, ça c'est une partie, hein, du score ProPD, donc c'est un rapport qui est généré quand on le mesure. On passe à travers toute une série, de troubles qui sont reliés à Parkinson, hein, des troubles moteurs et non moteurs et ça nous donne ce score. Donc ce que vous voyez, hop, à l'horizontale, c'est les années depuis le diagnostic. À la verticale, c'est le score ProPD et puis cette ligne grise que vous voyez, c'est à peu près l'évolution statistique. Donc ça a été mesuré, hein, sur plusieurs milliers de personnes qui ont Parkinson. Ça, c'est un peu l'évolution au fil du temps s'il n'y a pas de stratégies thérapeutiques qui sont mises en place pour modifier, la trajectoire de Parkinson. Et les différentes couleurs que vous voyez, ça, c'est ce qui nous permet d'évaluer la qualité de vie. Donc quand c'est en vert, la qualité de vie est jugée excellente, en bleu, elle est bonne, en saumon clair, elle est correcte et puis en haut, bah, elle est faible. Donc nous, ce qu'on veut, c'est le plus possible vous accompagner pour que vous restiez le plus longtemps possible, soit dans le vert, soit dans le bleu. Et puis à côté, bah, ça nous permet de voir, l'évolution de votre score ProPD au fil du temps. Donc moi, ça, c'est un des outils que j'implémente dans les personnes que j'accompagne. Je calcule le score au début de mon accompagnement et après je le recalcule à la fin de l'accompagnement et puis ça nous permet vraiment de voir, là où les stratégies, en fait, ont amélioré la qualité de vie. Ah. Ça va? Je suis pas trop rapide, c'est correct? Mmh. OK. Et enfin, j'avais aussi envie de vous parler un petit peu, hein, de la vision holistique en tant que naturopathe. Moi, je vais vraiment, je ne traite pas la maladie, je ne pose pas de diagnostic, je ne fais pas d'examen, je ne prescris pas. Ça, c'est tout ce qui relève de votre médecin. C'est absolument indispensable. Je pense qu'en tout cas, de mon côté, de ma perspective, il n'y a pas de débat à avoir dessus. Moi, j'interviens en complémentarité et vos suivis médicaux, votre médication, elle demeure essentielle. Mais donc, ce qu'on voit généralement, hein, quand on pense à Parkinson, on va penser aux troubles de l'équilibre, aux tremblements, aux chutes, à la rigidité musculaire. Si on reprend un petit peu l'image de l'iceberg que je vous propose, c'est un peu la partie visible. Mais Parkinson, bah, c'est tout aussi une partie invisible qu'on ne va pas voir, mais qui impacte grandement la qualité de vie, donc comme la constipation, l'insomnie, les troubles du sommeil, la fatigue chronique, l'anxiété, la dépression, etc., etc. Donc, moi, c'est plus sur cette partie-là que je vais pouvoir intervenir en tant que naturopathe. Et c'est toujours une approche qui est centrée sur la personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est parce qu'on le dit souvent, hein, je pense que vous avez déjà entendu le dire, vous partagez un même diagnostic, mais vous n'allez pas du tout vivre le Parkinson de la même manière. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que le Parkinson se traduit chez vous et travailler vraiment sur les axes pour améliorer votre qualité de vie. Peut-être que vous avez déjà entendu la fameuse phrase «on mange ce que l'on est». Moi, pour les personnes qui cohabitent avec Parkinson, je vais un petit peu plus loin en disant: «Vous êtes ce que vous absorbez». Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un des premiers terrains, un des premiers systèmes ou un des premiers organes qui va être perturbé dans Parkinson, c'est le système digestif, c'est la digestion. On sait que 60 des personnes qui cohabitent avec Parkinson, donc c'est plus d'une personne sur 2, ont de l'hypochloridrie. C'est un manque d'acidité gastrique. Je vais vous en reparler un petit peu, plus en détail tout à l'heure.
jusqu'à 80% a de la constipation et il y a à peu près 50% des personnes qui vont avoir des ballonnements, un transit lent, ralenti. Donc une digestion qui ne se fait pas de manière optimale. Et d'ailleurs, je vous ai mis la référence, d'un livre. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Je pourrais vérifier si vous voulez et puis je transmettrai l'information, à Flavie. Mais l'acidité gastrique, en fait, c'est essentiel, hein. Votre digestion va commencer par la mastication, puis après ça va vraiment continuer dans l'estomac. S'il n'y a pas, assez d'acidité gastrique, la digestion va mal se faire. On sait qu'il y a potentiellement aussi une compétition entre la levodopa, qui est le traitement phare qui est donné pour Parkinson, et les protéines. Or, les protéines, elles se digèrent au niveau de l'estomac. La levodopa a aussi besoin d'être dans un milieu acide pour bien se dissoudre et après bien être absorbée et donc être efficace. Donc ça, c'est quelque chose que je vois très, très, très souvent chez les personnes que j'accompagne, un manque d'acidité gastrique, ce qui fait que d'une part, bah, vous n'allez pas absorber ou peu absorber ou moins bien absorber les nutriments qui sont essentiels, hein, les vitamines, les minéraux, mais aussi votre médication. Donc travailler sur votre système digestif, sur votre digestion, sur votre acidité gastrique, c'est pas juste du confort, ça peut aussi, vraiment améliorer tout ce que vous allez absorber, aussi bien sur le plan nutritionnel que sur le plan de la médication. Alors, petit à petit, je rentre dans le pratique. Parkinson et alimentation, qu'est-ce que nous dit la science? Alors, en 2018, il y a Matthew Phillips, un neurologue qui est d'ailleurs canadien, mais qui pratique maintenant en Nouvelle-Zélande, qui s'était intéressé justement à l'alimentation et qui commençait à se poser les questions de bah, est-ce qu'il y a une alimentation qui pourrait avoir un impact sur Parkinson, sur les symptômes et comment ça se traduirait? Donc il avait fait plusieurs études, sur un nombre restreint, de personnes. C'était 47 personnes qu'il avait, répertoriées, de manière aléatoire dans 2 groupes. Donc un groupe qui avait, une alimentation, pauvre en gras et un autre groupe qui avait une alimentation élevée, en gras, donc ce qu'on appelle la diète cétogène et donc un apport en glucides qui était diminué. Grosso modo, pourquoi est-ce qu'il avait cette étude? On sait que le carburant premier, hein, ce qui fait que votre corps produit de l'énergie, c'est les glucides. Le sucre, par contre, si vous lui enlevez les glucides, le corps il est intelligent et il est capable de produire en fait un carburant alternatif à partir des gras. Donc c'est pour ça qu'il voulait regarder ça et regarder si le jeûne intermittent, c'est-à-dire le fait de ne pas manger pendant un certain nombre d'heures dans la journée, pouvait influencer. Je fais une petite parenthèse rapide, le jeûne intermittent, c'est pas pour tout le monde. Si, vous êtes fatigué, que vous n'avez pas beaucoup d'énergie, c'est pas la première des choses sur lesquelles il faudrait aller. Donc ça, c'était les premières études, enfin l'une des premières études, sauf que la durée était courte, hein. C'était une observation qui avait été faite sur 8 semaines. Il avait vu quand même une amélioration, donc dans le groupe qui avait eu une diète cétogène, donc riche en gras, surtout au niveau des symptômes non moteurs. Donc c'était intéressant, mais il fallait en fait des études plus longues, sur plus de personnes pour, pouvoir répondre davantage à l'alimentation par rapport à Parkinson. Et donc je vous ai parlé tout à l'heure de, Laurie Michelet. Elle a sorti donc, cet été, c'était une étude qui a été publiée en juillet 2025. Elle a donc elle, ça fait 10 ans, hein, qu'elle suit des personnes qui ont Parkinson et là, elle a rendu compte en fait des résultats de son étude qui a été faite sur 2 290 personnes. Donc on est loin, des 47 personnes, même si c'était, un beau début. Donc 2 290 personnes qui cohabitent avec Parkinson et là, c'était de comparer, heu, la diète qu'elle, elle voyait qui pouvait être intéressante avec la diète méditerranéenne et la diète MIND. Et là, ce qui est ressorti, alors je vous ai résumé en une slide l'étude qui fait plusieurs pages, mais le but c'est d'aller, à l'essentiel pour vous.
Pourquoi on parle de la diète Pro 21? Parce qu'il y aurait 21 habitudes alimentaires qui seraient pertinentes et qui auraient un impact sur la progression de Parkinson. 10 qui sont protectrices, qu'on va voir tout de suite après, et 11 qui ont tendance à augmenter pardon, la progression. Pour cela, il y a un score d'adhérence alimentaire qui a été fait. Donc, vous le voyez ici, en fait, hein, donc, il y a 4 scores, soit de 0 à 5, 6 à 9, 10, 14 ou 15 et plus. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du score ProPD, ce score qui nous permet de voir comment votre Parkinson il évolue au fil du temps et comment est-ce que on peut garder votre qualité de vie la meilleure possible. Donc là, on retrouve ce score-là qui a été divisé en deux, parce qu'en dessous de 1000, votre qualité de vie reste encore excellente ou bonne, et après, on voit qu'elle est moins bonne. Donc avec ce score-là, ce que ce graphique nous montre, c'est que plus les personnes avaient un score élevé, plus la progression de Parkinson était lente et jusqu'à 43% plus lente sur 8 ans. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, on va rentrer dans le concret au fur et à mesure. Donc quelles sont, voilà, vous pourriez me dire: «Tiffany, c'est bien beau, mais quelles sont ces 21 habitudes alimentaires?» C'est ça qui m'intéresse. Donc ce qu'on voit, donc les 10 habitudes alimentaires protectrices, on va retrouver les fruits frais, les légumes frais, les noix, les graines, l'huile d'olive, les poissons et les fruits de mer, notamment les petits poissons, hein, les petits poissons gras comme sardines, maquereaux, anchois, harengs, parce qu'en fait, c'est des très bonnes sources de protéines et ils sont aussi très bons en oméga 3, qui sont les bons gras qu'on veut avoir. Les épices, donc tout ce qui va être curcuma, gingembre, cannelle, coriandre, cumin. Le café, le vin rouge, alors ça reste de l'alcool, mais en fait, ce qui est intéressant dans le vin rouge, c'est qu'il est très riche en fait en un antioxydant qu'on appelle le resveratrol et qui a beaucoup de bienfaits, notamment pour le microbiote, pour la gestion de l'inflammation. Et ce qui ressort aussi dans ces habitudes protectrices, c'est le fait de cuisiner maison le plus possible et d'acheter bio, donc d'acheter des aliments bio le plus possible, parce qu'on sait aussi hein, que les pesticides, les herbicides, il y a plusieurs études maintenant hein, qui datent de plusieurs années qui nous ont montré que ça avait une incidence dans la maladie de Parkinson. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, au Québec et en France, Parkinson est reconnu comme une maladie professionnelle chez les agriculteurs. Et ensuite, les 11 habitudes alimentaires qui auraient tendance à augmenter, pardon, accélérer la progression de Parkinson. On va retrouver les produits laitiers, le bœuf, le porc, le poulet, tout ce qui va être friture, le soda, les jus de fruits et tout ce qui est sucre ajouté, édulcorant, céréales raffinées. Donc là, concrètement, pour vous, céréales raffinées, ça va être tout ce qui est pain, viennoiserie, biscuits, industriels, et cetera, et cetera. Là, je vois que vous allez commencer à moins m'aimer avec cette liste. Donc voilà, donc ça, c'est les 21 habitudes alimentaires, donc 10 qui sont à privilégier et 11 qui sont à éviter, c'est-à-dire moins d'une consommation par mois. Ouais. Et à chaque fois que vous allez consommer un de ces aliments, pour revenir sur le score, oups, excusez-moi, vous allez pouvoir vous comptabiliser 1 point si vous voulez dans votre score, hein, le score d'adhérence alimentaire. 2 points si vous avez fruits et légumes, 1 point supplémentaire pour les noix, 1 point supplémentaire pour l'huile d'olive. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de calculer votre score. Alors, il ne faut pas non plus que ça devienne une charge mentale. Au départ, hein, moi, de ce que je vois chez les personnes que j'accompagne, ils le font. Et puis, en fait, petit à petit, ils savent, hein, ils connaissent les aliments qui sont à privilégier, les aliments qui sont à éviter. Et l'objectif, bah, c'est de se rapprocher le plus possible, au moins au départ entre 10 et 14, et après d'être au-dessus de 15. Donc, ça ne sert à rien de le calculer tous les jours, etc., etc. Vous pouvez le faire une fois par mois. Et comme je vous dis, après,
c'est une habitude qui va rentrer dans votre quotidien si vous souhaitez, bien évidemment, suivre cela. Moi, je vous donne les informations, ce que les études nous montrent, mais bien évidemment, vous restez maître et maîtresse de votre santé. Si vous avez un score qui est bas, pas de panique. Moi, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ça veut dire qu'il n'y a que place à l'amélioration. Ok. Hop. Donc, ce qui est à retenir, c'est que nos modes de vie, l'environnement, influencent la progression de Parkinson, votre qualité de vie. C'est pour moi une bonne nouvelle parce que parfois on a tendance à penser qu'on n'a pas vraiment de prise et pas d'action, alors que là, à travers notre hygiène de vie, on a plusieurs leviers qu'on peut mettre en place. Là, je vous parle majoritairement de l'alimentation, mais il y a d'autres leviers. Il y a 21 habitudes alimentaires et puis on a ce score Pro 21 qu'on peut aller mesurer et qui est spécifique à Parkinson. Comme je vous le dis et je le sais, l'alimentation, c'est un des sujets les plus, souvent les plus délicats, dans mon métier, si je puis dire. Ça peut faire beaucoup d'informations et c'est normal, hein, l'alimentation, ça touche à ce qu'on mange, mais ça touche aussi à notre famille, ça touche à notre quotidien, ça touche aussi, au social quand on va manger à l'extérieur et cetera et cetera. Le but, c'est d'y aller, un pas à la fois et d'y aller progressivement en partant de votre situation. Là, je vous fais des informations générales parce que je ne connais pas votre situation, mais dans tous les cas, on ne révolutionne pas son hygiène de vie, on ne révolutionne pas son alimentation en un tour de main et du jour au lendemain, sinon ça va pas, on ne va pas tenir dans la durée. Et nous, ce qu'on veut, c'est tenir dans la durée. Donc, ce webinaire, il s'appelle Améliorer votre qualité de vie un pas à la fois. Donc là, s'il y a des choses, des actions que vous pouvez prendre, que vous pouvez changer dans votre quotidien, c'est tout d'abord l'hydratation. Un petit calcul, hein, on recommande à peu près 30 millilitres par kilo par jour. Donc, si vous prenez votre calculatrice, là, si par exemple quelqu'un pèse 70 kilos, 30 millilitres par kilo, ça fait à peu près 2 litres d'eau par jour. L'hydratation est super importante, hein, pour maintenir votre énergie. Ça va être aussi un des premiers leviers pour la constipation. On l'a vu, hein, il y a beaucoup de personnes qui cohabitent avec Parkinson qui ont de la constipation souvent depuis des années et des années. Bien évidemment, ça ne va pas être le seul levier, mais ça peut participer vraiment à une des stratégies par rapport à la constipation. Et quand je dis constipation, un transit optimal régulier, c'est une selle par jour, mais on regarde aussi la qualité des selles. Donc, c'est important aussi, hein, de vraiment avoir le plus possible sur l'échelle de Bristol, un type 3 ou un type 4. Pour revenir à l'hydratation, augmenter progressivement, c'est comme l'alimentation. Si là, vous avez fait un petit calcul et que vous vous dites, bon, je suis à 1,5 litre et idéalement, ça serait bien que j'ai 2 litres, augmentez votre hydratation progressivement. Ça, il y a des personnes qui aiment bien, d'autres qui trouvent ça un petit peu anxiogène, mais il y a des gens qui ont vraiment du mal à penser à s'hydrater et ils se settent des petites alarmes au départ, hein, sur leur téléphone, comme ils le font par exemple avec la prise horaire de leur médication. Et petit à petit, en fait, voilà, ça les aide à penser à s'hydrater et puis après, ils n'en ont plus besoin. Donc ça peut être une astuce pour vous. Privilégier aussi les boissons chaudes, hein. Tout ce qui va être chaud va aussi remettre tout doucement le système digestif en route. La qualité de l'eau est importante aussi, hein, même si notre eau est potable. On sait que dans l'eau, hein, et pareil, il peut y avoir des résidus de pesticides, d'herbicides, des résidus pharmaceutiques, etc., etc. Donc, si vous avez la possibilité d'installer un filtre à eau chez vous, vous allez aussi améliorer la qualité de l'eau. Une chose toute bête aussi, mais que vous pourrez mettre en place dès demain, lavez vos fruits et vos légumes, même bio, hein, même bio, il peut y avoir des résidus. Ce qui fonctionne bien, c'est de l'eau avec du bicarbonate de soude.
Donc vous pouvez mettre une cuillère à café par exemple pour 500 ml d'eau. Vous laissez tremper un 10-15 minutes, puis après vous rincez bien vos fruits et vos légumes. On en a parlé tout à l'heure. Encore une fois, c'est des lignes directrices que je vous donne, mais ce que je vois beaucoup pour améliorer la digestion et travailler sur l'acidité gastrique s'il y a un manque d'acidité gastrique. Parfois, les gens ont tendance à dire, ah bah moi je privilégie le cru parce que le cru, je conserve les nutriments, les vitamines, les enzymes. Oui, c'est vrai, mais tout ce qui va être cru et froid va demander plus de travail, si vous voulez, en fait, à votre système digestif pour la digérer. Donc au départ, ça peut être aussi bien de limiter le cru. Et puis, si pour les légumes, vous pouvez très bien les faire cuire à la vapeur. Rajouter aussi des épices, des herbes aromatiques pour le goût. Et puis un filet d'huile d'olive au dernier moment. Comme ça, vous avez vos légumes, vous conservez les bienfaits et puis vous rajoutez vos bons gras avec l'huile d'olive. Les plantes amères peuvent aider aussi avant les repas ou le citron, mais là c'est pareil, c'est à voir. Parfois, il y a des personnes qui peuvent avoir des reflux gastro-œsophagiens ou des brûlures d'estomac, sur que le citron sera peut-être pas la meilleure solution pour cela. Sur mon site internet, vous pourrez voir, si vous voulez, il y a un test d'auto-évaluation de bien-être digestif. C'est une ressource gratuite que vous pourrez trouver si vous voulez le faire. Et puis on en a parlé aussi tout à l'heure, la compétition intestinale avec les protéines et la levodopa. La levodopa et certains acides aminés, donc les petites perles qui constituent les protéines, elles utilisent le même pH au niveau intestinal. Donc souvent, ce qui est recommandé, c'est soit de prendre votre médication 30 minutes avant un repas riche en protéines, sinon et on a tendance à dire qu'il faut attendre à peu près 2 heures le temps que la digestion se fasse et qu'il n'y ait pas cette compétition qui peut ralentir, diminuer en tout cas l'absorption de votre médication et donc son efficacité. L'autre chose qui peut être intéressant à mettre en place, mais ça c'est pareil, c'est tout dépendant de votre situation. Si vous prenez de la levodopa de manière répétée dans la journée, différentes prises, on peut mettre en place ce qu'on appelle en fait une redistribution stratégique des protéines, parce que les protéines c'est super important. On en a besoin à la fois, ils participent à la production des neurotransmetteurs, mais on veut pas non plus, on veut garder cette masse musculaire. On sait aussi que l'activité physique participe à améliorer votre qualité de vie, donc protéines super importantes. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, on va mettre plus de protéines le soir, un petit peu moins, ça ne veut pas dire qu'on les enlève, mais un petit peu moins sur les autres repas. Comme ça, s'il y a une compétition, le soir, logiquement, vous avez fini votre journée, après vous allez vous coucher, donc ça perturbe moins. Pour vous donner des repères aussi, donc un petit peu pour construire votre assiette, ce qu'on voudrait, c'est des légumes et des fruits. Les couleurs aussi peuvent vous aider, 2 couleurs minimum par repas, vert et une autre couleur. Pour les fruits, privilégiez aussi les fruits avec un indice glycémique bas. Tout ce qui va être baies, fruits rouges sont à privilégier. Au niveau, et donc ça doit représenter à peu près la moitié de votre assiette. Au niveau des sources de protéines, 1/4 de l'assiette. Donc là, on va privilégier les petits poissons gras, les œufs, le tofu, le tempeh. Et les glucides complexes, donc ce qui va vous permettre d'avoir une énergie stable, eh bien là, on va privilégier le quinoa, le sarrasin, le millet, le riz aussi. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple le riz noir, qui a un indice glycémique plus bas, qui est très riche en antioxydants, c'est ce qui lui donne sa couleur noire, et qui est très bon aussi au niveau du goût. Et puis les épices et les herbes aromatiques. Donc là, je vous ai proposé un petit repère mémotechnique. Alors vous excuserez, je suis partie du mot anglais plate, vous m'excuserez pour cet anglicisme, mais ça me permettait de bien récapituler et de vous donner aussi un repère pour composer vos repas. En fait, P pour protéines,
Donc, on l'a dit, hein, important d'avoir un bon apport protéique. On recommande entre 0,8 à 1,2 grammes par kilo de poids par jour. On peut faire hein, cette redistribution protéique dont je vous ai parlé, donc mettre plus de protéines le soir. Le L, c'est pour les légumes, hein. Ça fait partie des aliments à privilégier, donc la moitié de votre assiette. Le A pour aromates et épices, donc n'hésitez pas, consommation généreuse des aromates et des épices. Le T pour les très bons gras, donc notamment tout ce qui va être huile d'olive, noix, surtout les noix de Grenoble, macadamia, noisettes. Elles ont un très bon rapport oméga 3, oméga 6. Et puis E, ben, parce que c'est important que vous mainteniez une énergie stable. Donc là, l'énergie stable, vous allez l'avoir via les glucides complexes. Une question qu'on me pose souvent aussi, est-ce qu'on peut être en bonne santé sans manger de viande? Puisqu'on a vu hein, qu'il y avait pas mal, le bœuf, le porc, le poulet faisaient partie des aliments accélérateurs. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver dans la viande? Donc des protéines, ça c'est sûr et certain. On va retrouver des lipides aussi, comme le cholestérol, des minéraux, hein, notamment le fer. Il y a deux types de fer, le fer héminique, le fer non héminique, et on sait que le fer héminique, il a une meilleure biodisponibilité. Vous allez retrouver aussi de la créatine, de la carnosine, de la myoglobine, hein. Donc ça, c'est important aussi pour l'oxygénation musculaire, et puis du collagène et de l'élastine. Alors, la question, c'est protéines animales et protéines végétales. Oui, les protéines animales sont plus complètes, elles ont une meilleure disponibilité, mais elles peuvent être aussi pro-inflammatoires lorsqu'elles sont consommées en excès. Les protéines végétales, elles vont être riches en fibres, en polyphénols, en minéraux et protectrices sur le long terme. Donc la solution, c'est toujours d'essayer un équilibre le plus possible, une complémentarité le plus possible. Et donc dans les protéines animales, par rapport à la diète Pro 21, on va privilégier les poissons gras et les œufs par exemple. Je vous ai mis quelques sources de protéines que vous pouvez trouver en dehors de la viande. Donc les anchois, donc là c'est par 100 grammes, hein. Par 100 grammes, les anchois qui sont intéressantes, les sardines, les œufs, les crevettes aussi, le hareng. Au niveau des céréales complètes, que vous retrouvez des protéines aussi hein, dans les céréales complètes. On a l'amarante, qui est un peu moins connu, le quinoa, le sarrasin, le millet et le teff, qui sont des bonnes sources hein, de protéines. Et puis les protéines, vous les trouvez aussi dans les légumineuses. Donc dans le soja, dans le lupin, dans les lentilles. Bon là, je vous ai mis les équivalents pour les lentilles cuites parce que je ne pense pas que vous mangez des lentilles crues. Les pois chiches aussi, les haricots rouges. Et puis dans les noix et graines, hein, on va avoir les graines de courge, les amandes, les pistaches, les graines de chanvre aussi, et les noix de Grenoble. Pour ce qui est du calcium, une des questions qu'on me pose aussi souvent, c'est mais si j'arrête les produits laitiers, je vais manquer de calcium. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Bien évidemment, ça dépend toujours aussi hein, de votre situation individuelle. Mais je trouvais ça intéressant aussi de vous nommer des sources où vous pouvez trouver un bon apport de calcium en dehors des produits laitiers. Donc là, on retrouve les graines de sésame, les graines de chia, les amandes, les graines de lin, les noisettes, le tofu, le lupin, le soja, le tempeh, le haricot blanc. Et puis dans les légumes aussi, hein, vous allez avoir des bonnes sources de calcium, notamment la roquette, le chou kale, les épinards, le chou chinois et les bettes. Donc on arrive tout doucement à la fin. Si vous avez 3 actions concrètes que vous pouvez et que vous souhaitez, en tout cas, mettre en place dès demain, je vous en propose 3. Ce n'est pas les seules, mais c'est des actions qui peuvent être mises en place assez rapidement ou facilement. Lavez vos fruits et vos légumes, même bio, hein. Vous allez enlever des pesticides, etc., etc. Si vous n'en consommez pas, intégrez les poissons gras, que moi j'appelle smash. Alors, c'est pas la galette de bœuf smashée,
C'est l'autre smash. Donc en fait, smash pour sardines, maquereaux, anchois, saumon et hareng. Parce que vous allez encore une fois avoir à la fois des bonnes sources de protéines et aussi à la fois des bonnes sources d'oméga 3 qui sont les bons gras, qui sont anti-inflammatoires. Je fais une parenthèse aussi, parce qu'on dit les oméga 6 inflammatoires. On a quand même besoin d'oméga 6, hein. C'est important pour votre santé. Ce qu'il y a, c'est que dans la diète qu'on a actuellement, on va dire nord-américaine, il y a souvent en fait un excès en fait d'oméga 6. Mais voilà, donc petit poisson gras, poisson smash si vous voulez aussi un moyen mémotechnique. Et puis si vous le voulez, diminuer les produits laitiers. Prenez ce qui vous parle aujourd'hui, laissez le reste pour plus tard. De toute façon, le but, c'est de vous adapter, encore une fois, hein, si c'est le choix que vous faites progressivement. L'important, c'est de se mettre en mouvement et de ne pas viser la perfection. C'est important. Je vous fais un point sur le sommeil. Je sais que c'est une problématique qui est courante. Alors, moi, ce que je vois souvent, c'est pas tant un problème d'endormissement. Je ne dis pas que ça ne peut pas être le cas, mais ce qui ressort souvent, c'est que l'endormissement, ça va. Par contre, le temps de sommeil est beaucoup plus court avec des réveils nocturnes qui peuvent être aussi dus au fait qu'il y a des douleurs musculaires pendant la nuit ou simplement aussi, on sait qu'on a une tendance à uriner qui est plus fréquente, donc les réveils pour aller uriner, donc après, difficulté à se rendormir et c'est un peu un cercle vicieux. Donc là, pareil, à discuter avec votre équipe soignante, je vous fais vraiment des pistes les plus larges possibles. Mais ce qui peut jouer sur le sommeil, hein, c'est profiter de la lumière du matin, diminuer les écrans, ne pas être sur les écrans, les lumières bleues avant d'aller dormir, souper plus tôt. Idéalement, on dit arrêter de manger 3 heures avant d'aller dormir pour que la digestion ait déjà bien commencé et bien installée. Vous avez des méthodes de relaxation, ça c'est très dépendant des personnes. Il y a des personnes avec qui ça fonctionne, d'autres avec qui ça ne fonctionne pas. Donc la relaxation, ça peut être la méditation, ça peut être des séances de cohérence cardiaque qui peuvent être plus courtes, hein, donc des exercices de respiration où vous allez inspirer, expirer sur le même temps. Ça c'est pareil, hein, le cerveau il adore les répétitions, donc plus vous allez le faire, plus vous allez pouvoir en avoir les bénéfices. Dormir aussi hein, dans une pièce fraîche, aérée, où il ne fait pas trop trop chaud. Et puis après, mais là c'est pour ça que j'ai bien insisté, hein, j'ai mis en gras à valider avec votre équipe soignante. Il y a deux choses, le magnésium, ça peut être intéressant de le prendre le soir parce qu'il a hein, cette relaxation musculaire, relaxation au niveau du système nerveux. Toutes les formes de magnésium ne se valent pas. Par exemple, l'oxyde de magnésium, il est très peu absorbé par votre corps. Le bisglycinate de magnésium, c'est une bonne forme de magnésium qui s'absorbe bien. Mais ça, c'est pareil, hein. Si on fait un travail sur le système digestif, on va aussi améliorer l'absorption d'éventuels compléments alimentaires qu'on peut prendre. Et puis, elle est assez abordable financièrement. Après, il y a le L-thréonate de magnésium et qui, lui, va plus être recommandé hein, selon les dernières études. Il est intéressant pour les capacités cognitives. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la seule forme de magnésium qui passe la BHE, hein, la barrière hémato-encéphalique, qui pénètre, entre guillemets, dans le cerveau. Et après, pour le sommeil, il y a la mélatonine. Alors, souvent, moi, on me dit, oui, mais moi, j'ai essayé la mélatonine, ça ne fonctionne pas, ça ne m'a rien fait. Souvent, c'est la mélatonine, en fait, en gélule qui a été essayée. Deux choses, si on passe si on prend la gélule, on va passer, vous en doutez, par le système digestif. On sait que le système digestif chez les personnes qui ont Parkinson, il est un peu capricieux, donc ça va être plus lent. Alors que la mélatonine en spray, en fait, donc c'est un spray que vous mettez en fait sous la langue, en fait, on bypass la voie digestive et puis elle est du coup beaucoup plus rapide parce qu'elle passe plus rapidement dans la circulation sanguine. Par contre, à valider avec votre équipe soignante,
Naturel ne veut pas dire sans danger, hein. Il peut y avoir des interactions médicamenteuses entre les médicaments que vous prenez pour Parkinson, peut-être d'autres médications et aussi les compléments naturels. Donc ça, voilà, hyper important à chaque fois d'aller valider. Moi, des fois, j'ai des personnes qui m'arrivent et qui prennent des compléments alimentaires dont on sait qu'il y a des interactions connues avec la médication. Donc c'est toujours la médication qui prime et après on travaille autour. Voilà, bon ça c'est toujours un petit peu gênant de parler, mais on avait dit que on avait discuté rapidement avec Flavie. Si, ce que je vous ai, partagé ce soir, si mon approche fait du sens pour vous et que vous avez envie d'aller plus loin, je propose des accompagnements, individuels, sur plusieurs mois où j'ai un programme en ligne qui est spécifiquement dédié à Parkinson et l'alimentation. Super important pour moi de m'assurer en amont que je suis la meilleure personne pour vous accompagner, de faire le point sur votre situation, où est-ce que vous en êtes. Donc en amont, il y a toujours un appel de 30 minutes où on se rencontre pour faire le point et que je vois si effectivement on peut collaborer ensemble. Et le message que j'avais aussi envie de vous transmettre ce soir, je pense que vous avez pu le voir, je ne vous ai pas parlé de manque de dopamine, je ne vous ai pas parlé de médication, etc., parce que de toute façon, ça relève du champ de votre médecin et pas du mien. Mais j'avais aussi envie de vous transmettre que malgré le manque de dopamine, votre corps, il garde des ressources et c'est sur ces ressources-là qu'on peut aller capitaliser pour améliorer votre qualité de vie et faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible le plus longtemps possible. Je vous ai parlé majoritairement de l'alimentation, mais bien évidemment, il y a aussi l'activité physique qui est hyper importante. Et quelque chose dont on parle peut-être un petit peu moins ou qu'on a tendance peut-être un peu à sous-estimer, c'est tout ce qui va être gestion du stress et des émotions. On sait que le stress impacte aussi. Donc, euh, donc voilà, s'il y a trois clés à retenir, ça va être l'alimentation, l'hydratation, l'activité physique, mais aussi la gestion du stress et des émotions. Je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas, j'essaye le plus possible de partager des ressources gratuites à la fois sur mon site internet, mais je suis aussi active sur Instagram. J'ai un podcast et une chaîne YouTube, même si je leur ai pas accordé beaucoup de temps ces derniers mois, simplement par manque de temps. Mais voilà, j'estime que ça fait partie de ma mission aussi de transmettre le plus d'informations possible, de vulgariser aussi les études scientifiques qui sont majoritairement en anglais. Et c'est pas tout le monde qui parle et comprend l'anglais. Et moi, je travaille à 100% avec des personnes qui sont francophones. Donc, ma foi, allez-y, un pas à la fois. Je terminerai par ça. Merci Tiffany. Avant de prendre quelques questions, je vais juste arrêter l'enregistrement Ouais, pour garder la ok. confidentialité des questions.